Merci Robert. Bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord te remercier Robert ainsi que la Fondation Partage le Savoir de m'avoir invité à cette conférence à Lisbonne. C'est ma deuxième participation, je pense après 2007 à Montpellier. Et je pense que c'est une conférence qui est extrêmement importante parce qu'elle sert de plateforme de partage, n'est-ce pas, et de connaissances et de collaboration. Je vais essayer de faire vite pour que le café ne refroidisse pas. Voilà. Nous allons donc parler, disons, de la fracture numérique et surtout de la fracture de la connaissance. Et je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur cette fracture numérique, mais c'est plutôt de voir comment est-ce qu'aujourd'hui nous avons plutôt une fracture de la connaissance, quelles en sont les causes, et surtout ce que nous pouvons faire pour réduire cette fracture et ce qu'une organisation comme la mienne, comme WACREN, est en train de faire pour réduire cette fraction de la connaissance. Donc je vais passer là-dessus. Bon, ça vous l'avez vu le premier jour avec M. de Majory. Souvent, on a tendance à considérer l'Afrique comme une seule entité, mais l'Afrique est très diverse. Et je pense que quand on parle de l'Afrique, il faut vraiment essayer d'avoir une certaine granularité. Parce que même dans une sous-région, comme en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Centre, etc., il y a beaucoup de différences entre les différents pays. Je vais tout de suite donner quelques données sur l'Afrique. Bon, vous le savez, nous sommes à peu près à 1 milliard 100 millions d'habitants sur le continent, ce qui constitue à peu près 15 à 16% de la population mondiale. Nous avons actuellement au niveau de l'Afrique, bon, ça a beaucoup évolué, il faut le dire, mais c'est toujours 13 ans de ça, disons, de la moyenne mondiale. Nous avons, disons, des taux d'abonnement à la téléphonie d'1,3%. Bon, pour le mobile, on en est à peu près à 70%. Et quand on parle du taux ou du nombre, du pourcentage, disons, des abonnements, cela ne veut pas dire que 70%, par exemple, de la population est mobile. Donc, comme vous le savez, souvent, en raison de la qualité des services des opérateurs, il y a, disons, des individus qui ont plusieurs puces, qui ont plusieurs téléphones. Et avec l'avènement également, disons, du 3G, etc., et des tablettes, donc nous pouvons avoir une personne avec 2, 3, voire 4 puces. Donc vous voyez la moyenne mondiale qui est de 16% pour la téléphonie fixe et presque 96% pour le mobile. Et en Europe, on est bien en deçà disons, de ça. Donc, quand on voit 125%, cela ne veut pas dire qu'il y a plus de 100% d'habitants, mais que le phénomène dont je parlais tout à l'heure, donc un individu avec plusieurs abonnements, donc nous avons ce phénomène-là également. Bon, pour l'accès à l'Internet, nous en sommes à peu près à 20%, alors que la moyenne mondiale est de 40%, et en Europe, nous sommes pratiquement à 75% d'accès à Internet. Pour, disons, le mobile, disons les abonnements mobiles pour, disons, l'accès broadband, nous en sommes également à 19%, là où la moyenne mondiale est de l'ordre de 32%. Pour parler un peu du secteur de l'enseignement supérieur qui est extrêmement important, nous sommes actuellement à un taux d'enrôlement brut de 7%, alors qu'au niveau mondial, nous en sommes presque à 30%. Et cela, naturellement, donne lieu à une demande extrêmement forte pour l'accès à l'enseignement supérieur, qui ne peut pas être satisfaite actuellement. Et cela conduit à une massification, disons, dans les institutions d'enseignement supérieur, où les infrastructures sont vraiment utilisées au-delà de leur capacité. Nous avons également un taux d'encadrement extrêmement faible. Disons, nous avons à peu près un enseignant pour 40 étudiants, là où la moyenne devrait être, disons, de 20 à peu près 20, un enseignant pour 20 étudiants. Et un phénomène extrêmement important jusqu'à présent et qui s'est manifesté depuis les années 80 et qui continue, c'est la fuite des cerveaux. C'est un phénomène qui est vraiment préjudiciable au continent. Et jusqu'à présent, l'Afrique perd environ 20 000
de ces enfants qui sont très bien formés, qui quittent le continent pour aller en Europe ou en Amérique. Au niveau de la recherche, nous en sommes à ce niveau. Le nombre de chercheurs en Afrique est extrêmement faible. C'est une conséquence naturellement de l'accès à l'enseignement supérieur. Nous en sommes actuellement... Est-ce qu'il y a un pointeur? Voilà. Donc pour toute l'Afrique, nous sommes actuellement, disons, ça sont des données de 2007, hein, donc à moins de 170 chercheurs par million d'habitants, là où nous avons, disons, la moyenne mondiale qui est de plus de 1000 chercheurs, n'est-ce pas, par 1000 habitants. Donc, encore non, une conséquence des problèmes d'accès à l'éducation et essentiellement à l'enseignement supérieur. Pour ce qui concerne les dépenses pour la recherche, nous en sommes là également à des taux extrêmement faibles. Ça également, ce sont des données d'il y a quelques années. Nous en sommes réellement à très peu, disons, par rapport au produit intérieur brut, au PIB, 0,4%, extrêmement faible. Là où nous avons, disons, dans les pays développés, disons, des pourcentages entre 2 et 3. Donc, pour les dépenses, n'est-ce pas, par rapport au PIB des différents pays. Et là, nous voyons que c'est l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, qui prend le lead ici, donc qui dépense à peu près 1% de son produit intérieur brut pour la recherche. Bon, naturellement, ça a une conséquence sur les outputs de la recherche, donc sur les résultats de la recherche, la publication des résultats. Et nous voyons ici que, bien qu'il y ait eu une évolution entre 2002 et 2008, c'est encore très très faible. Donc nous voyons que, disons que la diminution de la part de l'Europe, n'est-ce pas, et de l'Amérique du Nord est essentiellement due, n'est-ce pas, à une forte progression de l'Asie et notamment de la Chine. Donc, mais que l'Afrique a vraiment très peu bénéficié, n'est-ce pas, de ce rééquilibrage donc des pourcentages, n'est-ce pas, des résultats, des publications dans le monde. En ce qui concerne les patents, donc les brevets, donc c'est pratiquement nul en Afrique. Si vous regardez le pourcentage pour l'Afrique subsaharienne, nous avons à peu près 0,1%, n'est-ce pas, de contribution, enfin de part, n'est-ce pas, dans les brevets dans le monde. Et là également, vous voyez que les évolutions entre 2002 et 2006, n'est-ce pas, qu'il y a eu un changement, disons, au niveau de l'Europe et au niveau des États-Unis. Il y a eu une baisse, mais qui a plutôt bénéficié à la Chine, n'est-ce pas, et à d'autres pays, n'est-ce pas, de l'Asie, mais qu'au niveau de l'Afrique, ça reste pratiquement constant, et cela est dû essentiellement de ce qu'on a dit tout à l'heure, le nombre peu élevé de chercheurs et les dépenses extrêmement faibles, n'est-ce pas, allouées à la recherche. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème, où nous avons réellement, disons, une très faible contribution de l'Afrique, n'est-ce pas, dans la génération des connaissances, dans les publications, etc., dans les brevets. Nous pensons que, et ça a été reconnu par beaucoup de gouvernements en Afrique, c'est que les TIC et essentiellement les réseaux d'éducation et de recherche peuvent servir de catalyseur, n'est-ce pas, pour essayer, n'est-ce pas, de régler ce problème que nous avons au niveau du continent. Et là, je vais un peu parler des TIC en général et de l'enseignement supérieur. En réalité, il a été prouvé par plusieurs études que l'enseignement supérieur, que l'éducation au niveau tertiaire est extrêmement important pour le développement socio-économique des nations. Donc cela s'est vu en Europe, cela s'est vu en Amérique, cela se voit, n'est-ce pas, dans les pays de l'Asie. Et malheureusement, c'est un secteur qui a été très négligé pendant plus de 20 ans. Donc depuis le milieu des années 80, il y a eu, disons, une politique, disons, imposée, n'est-ce pas, par les institutions de Bretton Woods qui ont systématiquement refusé, n'est-ce pas, de financer le secteur de l'enseignement supérieur parce que ces institutions disaient que c'était un luxe, n'est-ce pas, pour l'Afrique. Donc il y a eu plutôt des financements pour le secteur élémentaire et pour le secteur du secondaire, ce qui a fait que les structures d'enseignement supérieur se sont détériorées.
donc n'ont pas été développés non plus pour, n'est-ce pas, pouvoir répondre à la forte demande. Ceci a conduit, n'est-ce pas, à la détérioration des infrastructures existantes, donc des universités qui existaient déjà, à la massification, bon, parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles créations d'institutions d'enseignement supérieur, alors que la demande, n'est-ce pas, augmentait d'année en année. Ce que je venais de dire, donc un très faible taux d'encadrement dans les institutions d'enseignement supérieur et le fait de ne pas recruter, n'est-ce pas, de nouveaux enseignants a fait que la moyenne d'âge, n'est-ce pas, des enseignants-chercheurs dans les institutions d'enseignement supérieur africaines est extrêmement élevée. Dans certains pays, nous avons plus de la moitié, n'est-ce pas, des enseignants qui partiraient à la retraite dans les 3 à 5 prochaines années. Donc, sans, n'est-ce pas, être sûr que ces personnels puissent être remplacés. Et une des conséquences, n'est-ce pas, de cette politique de l'enseignement supérieur est que la qualification des enseignants est souvent inappropriée, n'est-ce pas, dans plusieurs universités, parce que à cause du manque, n'est-ce pas, d'enseignants qualifiés, eh bien, certaines universités, certaines facultés, certains départements font recours à, n'est-ce pas, des titulaires de master ou des titulaires de maîtrise pour donner des enseignements alors qu'ils ne sont pas qualifiés pour le faire. Il y a naturellement des évolutions ces dernières années. Il y a 2-3 ans, la Banque mondiale elle-même a sorti un rapport où elle reconnaissait qu'elle a vraiment fait fausse route en ce qui concerne l'enseignement supérieur, la politique qu'elle a imposée, la politique d'enseignement supérieur qu'elle a imposée aux pays africains dans les années 80 et dans les années 90. Et ceci, naturellement, les politiques aujourd'hui reconnaissent que pour pouvoir, n'est-ce pas, redresser la barre, il n'y a pas d'autre solution que, n'est-ce pas, de recourir aux technologies de l'information et de la communication pour pouvoir vraiment augmenter, n'est-ce pas, l'accès, la qualité d'enseignement, etc., la qualité de l'enseignement, la qualité de la recherche, etc. Bien, pour ce faire, il y a naturellement quelque chose d'extrêmement important qui est nécessaire, c'est qu'il faut, n'est-ce pas, une infrastructure appropriée. Donc, si on veut faire recours au TIC, si on veut faire recours au réseau, etc., il faut une infrastructure appropriée pour pouvoir naturellement faire part, disons, au cyberespace aujourd'hui. Malheureusement, la bande passante en Afrique est encore excessivement chère. Bon, ce chiffre-là a un peu évolué, donc on ne parle plus, disons, de 3 000 $ en moyenne en Afrique, mais on parle à peu près de 2 000 $, 2 000, 2 500 $, n'est-ce pas, par mégabit par seconde et par mois, donc en Afrique. Donc il y a eu une évolution ces dernières années, ces 2 dernières années, donc, et il y a des pays où nous avons la bande passante qui est aujourd'hui offerte, disons, dans les environs de 200 à 300 $ par mégabit par seconde. Donc, par comparaison, les universités européennes ou les universités nord-américaines payent de l'ordre de 20 $, n'est-ce pas, par mégabit par seconde. Donc, vous voyez un peu, n'est-ce pas, la différence. Nous pensons que pour vraiment essayer de régler le problème, n'est-ce pas, de l'accès, le problème de l'infrastructure et le problème, disons, de la réduction de la fracture de la connaissance, disons, les réseaux d'éducation et de recherche ont un rôle extrêmement important. Parce que ces réseaux permettent, n'est-ce pas, de mutualiser des ressources et de les partager, disons, d'améliorer l'accès à l'enseignement supérieur, n'est-ce pas, en ayant recours, n'est-ce pas, à disons, une solution hybride où nous avons une partie en présentiel et une partie, n'est-ce pas, en remote, donc à distance. Et ça va également permettre de réduire d'une certaine manière, n'est-ce pas, la fuite des cerveaux, parce que cela va permettre de réduire l'isolation des chercheurs, l'isolement des chercheurs. Parce que beaucoup de chercheurs quittent l'Afrique par frustration, parce qu'ils n'ont pas les équipements nécessaires, parce qu'ils sont seuls, ils ne sont pas en réseau, etc. Mais le fait de pouvoir créer, n'est-ce pas, des équipes virtuelles, des équipes de recherche virtuelles, n'est-ce pas, va contribuer, n'est-ce pas, à la rétention des chercheurs en Afrique. Et cela va également permettre, n'est-ce pas, de créer des masses critiques, n'est-ce pas, pour pouvoir faire de la recherche compétitive. Parce que dans plusieurs domaines en Afrique, dans plusieurs laboratoires, nous n'avons pas la masse critique de chercheurs pour pouvoir compétir au niveau global. Mais en essayant de créer, n'est-ce pas, des groupes virtuels de recherche, n'est-ce pas, on peut essayer de créer ces masses critiques. Participation, elles permettent également de participer aux projets de recherche globaux, mondiaux, parce qu'aujourd'hui on sait que la recherche est pluridisciplinaire,
implique plusieurs laboratoires, plusieurs secteurs, n'est-ce pas, dans des pays totalement différents. Donc, en ayant une infrastructure adéquate, cela va permettre donc, n'est-ce pas, aux chercheurs de pouvoir participer à ce genre de projet. Et dernier point que je voudrais citer ici, cela va également permettre à une meilleure participation de la diaspora. Donc, les chercheurs qui ont quitté le continent pour une raison ou pour une autre, et qui, malgré avoir quitté le continent, veulent tout de même contribuer au développement du continent, vont pouvoir, à travers cette infrastructure, contribuer de là où ils vivent et où ils travaillent. Je vais donner l'exemple de Wakren, en termes de réseau d'éducation et de recherche. Aujourd'hui, nous avons des réseaux nationaux d'éducation et de recherche qui sont regroupés au niveau sous-régional. Au niveau de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, nous avons UbuntuNet Alliance, donc, qui est donc un réseau régional d'éducation et de recherche qui regroupe 40 réseaux nationaux d'éducation et de recherche. Et nous avons, au niveau, disons, du Maghreb, nous avons ASREN, donc le réseau d'éducation et de recherche des États arabes, n'est-ce pas, qui regroupe, disons, les États du Maghreb ainsi que les États du Moyen-Orient. Et nous avons Wakren, qui est donc le réseau régional d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Quelques données très rapidement. Wakren a été créé, en fait, enregistré en 2010, donc après un long processus qui a été facilité par l'Association des universités africaines. Et aujourd'hui, nous avons 8 réseaux nationaux d'éducation et de recherche qui ont été formés, notamment au Ghana, au Sénégal, au Mali, au Niger, au Gabon, au Nigeria, au Togo et au Bénin. Au Cameroun, il y a ce qu'on peut appeler un embryon de réseau national d'éducation et de recherche à travers le RIC, qui est le réseau interuniversitaire du Cameroun qui peut évoluer en réseau national d'éducation et de recherche. Et nous avons des initiatives récentes dans des pays comme le Tchad, où nous avons facilité un atelier pour la mise en place d'un réseau national d'éducation et de recherche au mois de mars dernier. Et nous avons la Guinée et le Cap-Vert qui ont également initié le processus de mise en place d'un réseau national d'éducation et de recherche. Donc, à terme, en fait, Wakren devrait pouvoir compter sur reposer sur 22 réseaux nationaux d'éducation et de recherche en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, voilà un peu l'espace couvert par Wakren, donc Afrique de l'Ouest et du Centre. Il faut tout de même dire que la RDC, la République démocratique du Congo, a rejoint plutôt UbuntuNet Alliance, n'est-ce pas, qui est le réseau de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Mais il n'est pas exclu que la DRC, que la République démocratique du Congo, rejoigne également Wakren et va servir de pont pour l'interconnexion de ces deux réseaux régionaux d'éducation et de recherche. Voilà un peu la topologie que nous voulons mettre en œuvre, où nous avons, n'est-ce pas, trois nœuds, 3 hubs, un hub à Dakar, un à Accra et un à Lagos. Et nous avons, n'est-ce pas, les différents réseaux nationaux qui vont avoir au minimum de connexion vers, n'est-ce pas, ces hubs-là, donc soit du Bénin, du Togo, du Burkina, etc. Donc ils vont pouvoir rejoindre, n'est-ce pas, les deux hubs pour avoir une certaine redondance. En cas de problème, de rupture d'une connexion, n'est-ce pas, que le réseau puisse tout de même fonctionner. Et nous voulons nous connecter au réseau mondial d'éducation et de recherche à travers 2 POP, un à Londres, n'est-ce pas, et un à Paris, rejoindre le réseau pan-européen géant, et de là passer à Internet 2, à Athènes en Asie, à Red Clara en Amérique latine, etc. Donc c'est un réseau qui est très ambitieux, avec ce qu'on appelle un corps, n'est-ce pas, une dorsale, n'est-ce pas, d'au moins 10 gigabits par seconde, n'est-ce pas, et avoir des connexions d'accès à partir des pays vers les 3 hubs, n'est-ce pas, à au moins 1 gigabit par seconde. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous allons avoir les hubs de Dakar et de Lagos, et nous sommes en train d'envisager un autre hub, n'est-ce pas, pour l'Afrique du Centre, n'est-ce pas, qui serait soit à Douala, soit à Libreville. Nous sommes en train, n'est-ce pas, d'étudier cela. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons des liaisons redondantes, n'est-ce pas, sur Paris et Londres, et nous voulons utiliser, pour ces interconnexions au niveau international, les câbles sous-marins, n'est-ce pas, ne pas utiliser uniquement un seul câble, mais utiliser plusieurs câbles, et là où c'est possible, avoir, n'est-ce pas, des droits d'accès à long terme, notamment sur la durée de vie des câbles, donc des droits d'accès irrévocables, n'est-ce pas, sur 20 ans ou plus, là où c'est possible. Très rapidement,
les nouveaux développements au niveau de Wakren. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait un long processus de 2006 à 2010. Et entre 2010 et 2013-2014, il ne s'est pas passé grand-chose. Et nous avons eu une assemblée générale à Abuja, n'est-ce pas, en juillet 2013, où nous avons, n'est-ce pas, élu un nouveau président du conseil d'administration. Et nous avons également nommé un directeur général et enclenché un processus d'identification et de nomination et d'élection, n'est-ce pas, des autres membres du conseil d'administration. Donc ça a été mené à terme en septembre 2013. Donc la structure a été mise en place complètement. Et nous avons eu notre première assemblée générale, deuxième assemblée générale annuelle et première conférence annuelle à Lomé, au mois de mars dernier. Donc, nous étions très modestes. Nous voulions faire vraiment une petite conférence avec une trentaine de personnes. Nous nous sommes retrouvés avec plus de 60 personnes, n'est-ce pas, de la sous-région. Donc, cela veut dire donc, que la communauté a vraiment répondu à notre appel et veut contribuer, n'est-ce pas, au développement de Wakren. Bon, ça, ce sont des initiatives qui ont été prises lors de cette Assemblée générale. Donc, une nouvelle structure, n'est-ce pas, pour les membres. Nous avons, n'est-ce pas, voulu vraiment impliquer toutes les parties prenantes, une campagne de levée de fonds. Et nous pensons que vers la fin du mois prochain, nous aurons au moins 2 ou 3 réseaux nationaux d'éducation et de recherche qui seront opérationnels. Ici, très rapidement, l'État au niveau des différents pays. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons, vous savez qu'il y a eu pendant certaines années, disons, la guerre civile là-bas, donc c'était extrêmement difficile d'avancer, mais maintenant, les choses progressent rapidement. Et il y a déjà des équipements qui sont installés, l'interconnexion est en cours. Au niveau du Ghana, le contrat, n'est-ce pas, a été signé avec un opérateur où 17 institutions d'enseignement supérieur et de recherche, n'est-ce pas, vont être interconnectées d'ici la fin du mois prochain. Et au niveau du Niger, où vraiment le gouvernement est très fortement impliqué, n'est-ce pas, et qui va contribuer avec le Nigeria, où il y a un cluster au niveau de Sokoto. Au Nigeria, c'est le pays, je dois dire, avec le Sénégal, ce sont les 2 pays les plus avancés, parce qu'au niveau du Nigeria, nous avons déjà 27 universités fédérales qui sont interconnectées, n'est-ce pas, à leur Network Management Center, et ils veulent connecter 102 autres universités et 17, disons, CHU, n'est-ce pas, d'ici la fin 2015. Au niveau du Sénégal également, nous avons une interconnexion de toutes les universités publiques qui est déjà réalisée, et des équipements de vidéoconférence, n'est-ce pas, pour également l'enseignement à distance ont été déjà installés. Et au niveau du Togo, nous avons également une bonne progression. Bon, ça c'est ce que nous voulons faire disons, d'ici à court terme. Nous venons d'avoir un projet qui a été approuvé par l'Union européenne dans le cadre du projet Africa Connect, n'est-ce pas, où nous avons justement réussi parce que vous savez que c'est un mécanisme de financement à 80% et les bénéficiaires doivent contribuer pour les 20%. Nous venons de pouvoir faire cela, donc nous allons commencer ce mois-ci en principe. Et nous sommes en train de conclure des négociations avec des opérateurs pour pouvoir avoir vraiment de la bande passante à des prix abordables pour les institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Nous sommes actuellement, n'est-ce pas, en négociation avec 3 opérateurs de la sous-région. Nous avons un programme de renforcement de capacité avec des dates déjà fixées, n'est-ce pas, pour des ateliers de formation. Et nous allons commencer à fournir, n'est-ce pas, des services à nos membres, notamment la connectivité, des services comme le EduRoom, n'est-ce pas, pour permettre la mobilité des étudiants et des enseignants, etc. Et préparer, n'est-ce pas, nos NDREN, n'est-ce pas, à participer à la 2e phase d'Africa Connect, n'est-ce pas, qui va démarrer en 2015 et qui est un projet financé, disons, c'est des millions d'euros sur 3 ou 4 ans, n'est-ce pas, pour renforcer les réseaux d'éducation et de recherche en Afrique. Bon, ça, ce sont les partenariats que nous avons. Et comme je l'ai dit ici, donc nous sommes prêts, n'est-ce pas, à entrer en rapport avec d'autres institutions pour pouvoir, n'est-ce pas, collaborer à l'évolution des réseaux d'éducation et de recherche en Afrique. Bon, ça, ce sont mes derniers slides. Ça va aller très vite. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui parce que pendant au moins 5 à 7 ans, le problème, c'était la disponibilité, n'est-ce pas, et la cherté
n'est-ce pas, de la bande passante. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions. Il y a beaucoup d'évolutions, ce qui va permettre réellement, n'est-ce pas, de pouvoir accéder à de la bande passante, n'est-ce pas, à des prix raisonnables. Donc ça, c'est ce que nous avions, disons, en 2000. Donc il n'y avait pratiquement rien, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique en termes de connectivité internationale. Ce qui a été utilisé, c'était les satellites, qui sont excessivement chers. Donc les VSAT, n'est-ce pas, avec des coûts de bande passante de l'ordre de 7 000 à 12 000 $ par mégabit par seconde, ce qui était complètement, n'est-ce pas, inaccessible. Donc ça, ce sont les premières, vous voyez ici en 2000, n'est-ce pas, les premières liaisons au niveau de la Méditerranée, n'est-ce pas, vers le Moyen-Orient. Ensuite, nous avons eu une évolution en 2001, où nous avons eu le premier câble, n'est-ce pas, sur la côte, n'est-ce pas, africaine. Ça, c'était SAT3, avec une capacité de seulement 120 gigabits par seconde, ce qui était vraiment une faible capacité. Ça, c'est une évolution, n'est-ce pas, en 2003, où nous voyons, n'est-ce pas, l'émergence, n'est-ce pas, d'une autre connectivité ici, des câbles sous-marins. Et ici, naturellement, donc le renforcement de ces connectivités avec 6 WE4. Ici, une évolution majeure, n'est-ce pas, en 2009, où nous avons, n'est-ce pas, SICOM, n'est-ce pas, qui s'est installé sur la côte est, n'est-ce pas, de l'Afrique. Teams, qui est venu par la suite, à partir du Kenya. Voilà, ça c'est au niveau, n'est-ce pas, de l'océan Indien, Madagascar, une évolution, n'est-ce pas, en 2010. Une autre évolution au niveau de la côte ouest avec Main One, très forte capacité, n'est-ce pas, en 2010 toujours. Ici, sur la côte est, la même année. Voilà, donc vous voyez ici les évolutions d'année en année. WAX, très forte capacité, donc ça c'était en 2012, n'est-ce pas? Et là, Lion 2, 6, voilà, et ACE qui a été donc le dernier, n'est-ce pas, câble sous-marin à être installé, n'est-ce pas? Et ça c'était tout récemment. Et voilà ce que nous avons aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Nous sommes passés de 120 gigabits par seconde en 2001-2002, n'est-ce pas, à peu près 30 terabits aujourd'hui. Donc cela veut dire que le facteur, à peu près facteur 200. Cela veut dire donc qu'il y a aujourd'hui de la disponibilité. Ce qu'il faut, c'est que les États, n'est-ce pas, jouent le jeu, que la régulation des secteurs de télécommunications, n'est-ce pas, soit performante et permette, n'est-ce pas, la compétition, n'est-ce pas, afin que les prix continuent à baisser. Voilà, je pense que c'était mon dernier slide et voici les contacts pour Wakren. Je vous remercie.